Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur le programme de NSI Terminal. Bon, on n'a pas fait de vidéo il y a 2 semaines, merci la connexion internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous demande un truc assez original. Et vous êtes servi puisqu'on va parler du programme de NSI Terminal au lycée. Bon, ce programme est entièrement disponible en open source, heureusement d'ailleurs, donc sur le site de l'éducation nationale. Bon, il est un peu caché, il vous faut trouver le bouton détail du programme de spécialité NSI. Vous arrivez sur une page, vous descendez un petit peu, spécialité de la voie générale, programme de terminal général, et hop, le programme apparaît. Bon, si on fait cette vidéo maintenant, c'est que le trimestre 1 est passé. Bon, théoriquement, les conseils et tout ça sont passés aussi, donc on va dire que c'est le bon moment pour parler du premier trimestre. Bon, il y a quand même quelques trucs à dire, des trucs importants pour suivre la vidéo qui va suivre. Premièrement, dans cette vidéo, on fait une présentation superficielle du programme. Elle est plus destinée aux observateurs extérieurs qu'aux gens qui sont directement dans un lycée. Par exemple, si vous êtes un élève qui cherche des cours, c'est pas cette vidéo qu'il vous faut. Si vous êtes un professeur qui veut rédiger un cours, pareil, c'est pas vraiment ici qu'il faut aller. Par contre, si vous êtes dans n'importe quelle classe et que vous souhaitez intégrer la spécialité de NSI, ou si vous êtes des futurs professeurs, ou des types sur LinkedIn qui cherchent des gens à recruter, et qui veulent savoir ce que donne le programme de NSI à propos de ça, là par contre ça peut être plus intéressant, puisqu'on va du coup expliquer ce qu'on voit dans le programme. D'ailleurs, si vous voulez nous contacter pour une quelconque raison, notre adresse email est ici, dans la description aussi, donc n'hésitez pas, dites-nous ce que vous voulez nous dire. Bon, autre truc à préciser, là, plus axé sur vraiment la partie NSI, c'est que cet EDS il est pas bien vieux. Bon, ça a des avantages, c'est que si vous regardez le programme, il est quand même assez souple. Prenez un programme plus complexe comme celui de physique, bon ben ça a pas grand chose à voir, soyons honnêtes, donc ça peut être beaucoup plus intéressant à étudier qu'un autre programme. Bon, par contre, le fait qu'il soit jeune, ça a quand même des inconvénients. Il n'y a pas beaucoup de normes claires sur le sujet. Par exemple, il existe des sites où vous pouvez voir des sujets de bac de NSI, par exemple celui-là, sujetdebac.fr, et si vous choisissez un sujet quelconque, il est fort probable qu'en cherchant un petit peu, vous verrez au moins une erreur. Bon, après le type d'erreur ça dépend, des fois c'est plus des formulations de questions miteuses, ou des fois c'est des trucs bien pires, comme cette erreur là on a clairement une grosse erreur d'indentation, à moins que le while ait un else magique, on sait pas. Bon là dans ce cas j'ai pris le cas des sujets 0, donc il y a plus d'erreurs, mais il m'est même arrivé d'en voir dans des sujets finaux. Comme par exemple sur celui-là où il y a encore une erreur d'indentation, décidément. Donc bon, ça c'est un petit peu le problème avec cette spécialité. Jeune est égal peu d'expérience, et peu d'expérience est égal peu d'erreurs commises, et peu d'erreurs commises est égal peu d'opportunités de les régler. Bon, en plus, ça fait quelques années que les sujets sont dits comme étant très faciles. Si on va faire un tour du côté des stats de l'éducation nationale, on a des données légèrement au-dessus de la moyenne pour maths plus NSI. Il y a que maths physique qui est vraiment bien au-dessus. Bon, ça je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. Enfin si, ça l'est, mais pas de la façon dont on peut le voir. C'est souvent que dans l'enseignement supérieur, du coup, la matière est un peu sous-estimée. Et c'est pas rare que les universités fassent carrément passer toute une série de cours informatiques, donc à l'entrée des étudiants, même s'ils ont fait NSI. Bon, après, soyons parfaitement honnêtes, c'est pas la faute de la matière, plus un problème de programme, mais bon, ça on verra ça après. Donc bon, elle est à prendre comme elle vient. Et bien évidemment, l'expérience que je vais partager ici, c'est celle que j'ai eu l'occasion de récolter. Donc moi, plus pas mal de gens que je connais. Donc il risque d'y avoir quelques divergences, même si en vrai, bon, dans tous les cas, premier trimestre, c'est le début, et en général, les profs commencent par le début, enfin j'espère. Donc bon, voilà pour les informations. Il y a quand même une partie qu'on va pas pouvoir trop traiter, c'est la partie projet. C'est quand même un quart du temps, enfin théoriquement, c'est censé être un quart. Et je sais pas si c'est parce que la matière est assez jeune ou quoi, mais c'est vraiment explicitement dit qu'il faut faire des projets. Ce qui est une excellente chose d'ailleurs, soyons honnêtes. Si vous allez voir sur un programme genre le programme de maths, le terme de projet, bon à part le projeteur orthogonal, n'est pas vraiment abordé, ce qui est un gros problème à mon avis, mais bon. Donc bon, une matière qui reste quand même assez extravagante comparée au reste. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Bon, le blabla c'est terminé, on va passer maintenant au programme. J'ai décidé de couper cette vidéo en 4 parties. Enfin 5 si on compte les infos supplémentaires. Parce que si on regarde dans le programme, à part l'histoire qui, soyons honnêtes, est assez peu abordée en vrai, le plus abordé c'est les structures de données dont on va parler aujourd'hui, les bases de données dont on va aussi parler aujourd'hui, l'architecture matérielle dont on ne va pas parler aujourd'hui. Il est possible que certains professeurs l'aient fait en premier trimestre, mais j'ai pas l'impression que c'est une majorité. Bon, la programmation, heureusement, et l'algorithmique qu'on va aussi faire aujourd'hui. Bon, pour le premier trimestre, vous imaginez bien que ça va être que des bases, et des trucs assez simples. Bon, commençons par le plus ennuyant, les structures de données. Bon, qui est un sujet extrêmement important en informatique, bien évidemment. La définition que j'aime bien garder, c'est une structure de données représente un ensemble de règles pour stocker des données. Bon, c'est vrai que ça peut être n'importe quoi, disons-le, tant que le truc reste logique et structuré, sinon c'est pas une structure. En sachant que c'était déjà pas mal utilisé avant, donc en première. Liste, tuple, tout ça en Python, ça, c'est des structures de données. Et pour l'introduction, on va en voir deux catégories précises, les piles et les fils. Bon, il est possible que certains professeurs parlent d'autres structures, disons beaucoup plus concrètes, genre je sais pas si vous faites un livre, vous pouvez commencer à mettre quelques données basiques dedans, donc les règles, c'est ce que les données doivent contenir, donc ça compte toujours. D'autres cas qui peuvent être aussi faits, c'est par exemple des cartes à jouer ou des fractions. Dans le cas des cartes, vous pouvez stocker et le nombre et le symbole sur la carte, et dans le cas des fractions, le numérateur et le dénominateur. Tout ça, ça compte. Alors pour ce qui nous intéresse, piles et fils, on va commencer par les piles, qui représentent en gros une liste normale, donc comme vu en Python l'année dernière, mais où deux opérations sont la base de toutes les autres. L'empilage,
l'ajout d'une donnée à la fin de la liste, et le dépilage qui retire la donnée à la fin de la liste. Donc ça c'est ce qu'on appelle du LIFO, last in first out, le dernier qui rentre c'est le premier qui sort. Bon en français on dit DEPS, même si j'ai jamais vu personne dire ce mot-là une fois dans ma vie. Voilà, on a une petite représentation de ce à quoi ça ressemble. Bon, ça reste une structure assez simple. Dans l'autre cas, les fils c'est à peu près la même chose, sauf que là les deux opérations de base c'est l'enfilage, l'ajout d'une donnée au début contrairement à la pile, et le défilage, le retrait de la donnée à la fin, comme la pile. Ça c'est ce qu'on appelle du FIFO, first in first out, le premier rentré et le premier sorti, ou en français PEPS, même si pareil, j'ai jamais vu personne l'utiliser. Donc pareil, toujours une petite démo. Bon, même si là j'ai pas assez explicitement précisé l'ordre, le début c'est à gauche, la fin c'est à droite, bon, et à part ça après ça s'utilise comme une liste normale. Bon, bien évidemment tout ce qui entoure le concept doit être compris, donc les représentations, par exemple en faisant des dessins comme ça, les façons de l'implémenter, bon en général hein, c'est en Python, d'ailleurs même c'est tout le temps en Python que vous fassiez, et les utilisations, une file d'attente, une pile d'assiettes, ce que vous voulez. D'ailleurs en parlant d'implémentation, il est possible que votre professeur vous demande d'en faire de plein de types différents et de plein de manières différentes, avec une liste externe, avec une liste pas externe, avec un dictionnaire, avec un tuple, avec tout ce que vous voulez, donc bon toujours en Python, pour apprendre aux élèves du coup à s'adapter, donc en conditions réelles, s'il y a des contraintes très précises pour faire ce genre de structure. Et c'est tout pour la partie structure de données. Bon ça reviendra dans l'année, mais du coup avec d'autres structures, liste chaînée, arbre, tout ça, mais on verra ça dans les prochains trimestres. Tout ce que ça a représenté, ça du coup c'était plus une introduction au concept de structure de données. Bon, on est vraiment sur la base de la base, structure de base, vocabulaire de base aussi, implémentation basique, tout ça, donc pour préparer à tout ce qui va suivre. Bon bien évidemment aussi avec toutes les implémentations possibles, on pose des bases de raisonnement logique sur la façon dont on doit implémenter des structures. Bon certaines implémentations sont très simples, mais il y en a d'autres où il faut un peu plus se creuser la tête. Donc pour l'instant une simple introduction aux structures de données, donc rien de bien compliqué. En parallèle, il est aussi fort probable que vous commenciez à travailler sur les algorithmes. Voilà le paradigme d'algorithme abordé, c'est la récursion. Certains paradigmes sont déjà présentés du coup en première, donc programmation impérative, tout ça. Donc bon là même pour les algorithmes. Bah là on passe un petit peu sur de la récursivité. Pas mal d'algorithmes sont mentionnés, donc des algorithmes spéciaux, surtout pour les implémentations de structures de données, mais aussi des algorithmes bien précis qu'on va aller définir juste après. Bon avant quand même on va définir la récursivité quand même. Bon l'idée d'un algorithme récursif, c'est que l'algorithme s'utilise lui-même. Bon si vous faites ça, bah du coup il va juste s'utiliser à l'infini, et il va du coup jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut prévoir un cas dans lequel l'algorithme s'arrête, c'est ce qu'on appelle le cas de base. Et d'autres cas qui sont appelés récursifs où là il ne s'arrête pas. Alors pour faire le parallèle avec les mathématiques, parce qu'en général c'est la matière la plus utilisée avec la NSI, les exposants ou même les factoriels, ça peut être des cas d'algorithme récursif. Par exemple 5 exposant 5, on prend 5, on voit que l'exposant est à 5, du coup on va le multiplier par l'exposant d'en dessous, donc on réappelle l'algorithme d'exposant, avec un exposant de moins, donc ça fait x 5 exposant 4, même constat, on peut encore aller en dessous, 5 exposant 3, pareil encore en dessous, exposant 2, encore en dessous exposant 1, et bon même si on peut aller en dessous pour aller à 5 exposant 0, selon la façon de vous implémenter, vous pouvez juste retourner en 5 sans avoir à faire appel à la récursivité, et donc là l'algorithme s'arrête, et il vous retourne 5 exposant 5. Bon c'est assez utilisé donc c'est quand même assez important de le connaître, et parmi ces mêmes algorithmes, il y a une classe d'algorithmes qui est aussi pas mal utilisée, c'est les algorithmes de la méthode diviser pour mieux régner, ou de manière plus étendue les algorithmes dichotomiques. La définition pure, ça veut dire un algorithme qui coupe des données en deux, bon après il y a plein de trucs mathématiques avec ça, bon on va pas rentrer dans les détails, et en fait c'est ce qui va être fait. Par exemple c'est le cas de la recherche dichotomique, si vous avez une liste triée, bien triée, et que vous recherchez un nombre genre 4, vous allez prendre la donnée du milieu, genre là le 8, vous comparez avec votre 4, et si c'est plus petit, alors vous allez faire appel à la récursion en refaisant ça, cette fois-ci sur toutes les données plus petites que 8, donc toutes les données avant 8. Là vous reprenez la valeur du milieu, donc bon selon l'implémentation c'est soit 4 soit 6, si c'est 6, on compare c'est pas la même chose, on refait la même sur 3 et 4, et si c'est 4, bon là c'est la même chose, alors on s'arrête. Bon cet algorithme est assez rapide, toujours plus qu'une recherche naïve, qui est théoriquement abordée en première. Donc la recherche naïve c'est là où on va regarder tous les cas, on regarde tous les nombres jusqu'à trouver le bon. Celui-là il a l'avantage d'être un peu plus rapide. Bon un autre algorithme assez similaire, c'est le trifusion. Lui il va fonctionner avec des données pas triées, donc par exemple cette liste là, pareil il va prendre le milieu, et il va prendre soit toutes les données avant, soit après, les séparer, et utiliser la récursion pour les trier indépendamment les unes des autres. Donc en gros faire le tri donné sur les données coupées, jusqu'à arriver au cas de base ici. Donc le cas de base c'est qu'à force de découpe, vous allez vous retrouver avec des listes d'une seule donnée. Dès que ça c'est fait, bah, tout ce qu'il va faire l'algorithme, c'est une recherche simple mais naïve, pour les remettre du coup du bon côté. Bon bah là ce sera la même chose, jusqu'à obtenir les tableaux plus petits triés. Et pareil, même si les tableaux sont plus grands, bah, il va quand même faire la recherche naïve pour remettre les données une par une, parce que comme ils sont triés, alors ce sera plus rapide que si elles n'étaient pas triées. Et ça d'ailleurs quelle que soit la taille du tableau. Mais en premier abord il est assez complexe cet algorithme, et le plus simple ça reste d'essayer de le comprendre en l'implémentant, comme ça déjà vous pouvez comprendre à quoi il sert, et avec un peu de chance comprendre pourquoi il est plus rapide. Bon par contre, si
vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi l'algorithme que je viens de décrire est plus rapide que ce vu en première, donc sélection ou insertion, alors la suite est faite pour vous, puisque la suite, théoriquement, ça va parler d'efficacité algorithmique. Donc pareil, il y a plusieurs termes qui sont abordés et qu'il faut connaître. Bon, le plus important, c'est la complexité temporelle, qui est un nombre qui représente en gros le temps que va prendre l'algorithme à s'exécuter. Donc en gros, ce nombre sera en général un multiple du nombre de données. Par exemple, pour le cas d'une recherche naïve, il va falloir aller rechercher toutes les données et faire la comparaison à chaque fois. Donc dans le pire des cas, il va falloir aller toutes les chercher. Donc la complexité est la même que le nombre de données. Dans le cas des algorithmes dichotomiques, comme le trifusion, ou même la recherche dichotomique, on rentre dans les maths hardcore, mais en gros, la complexité c'est un logarithme de 2. Logarithme de 2 du nombre de données à trier. Dans le cas du trifusion, il faut encore le multiplier par n, qui représente en gros les fusions de tableaux. Bon, l'idée c'est de rendre ce nombre le plus petit possible, comme ça l'algorithme est plus rapide. Bon, même si ça c'est pas trop abordé au programme, parce que disons-le, c'est assez compliqué. En plus, ça demande des connaissances mathématiques assez précises, donc bon, voilà. Bon, il existe aussi la complexité spatiale, l'espace utilisé dans la mémoire. Bon, bah elle n'est pas du tout abordée en terminale. Bon, pour rester dans les mathématiques hardcore, deux autres notions mathématiques sont utilisées. La décidabilité d'un algorithme. Donc en gros, si un langage permet de créer un certain algorithme, alors cet algorithme est décidable dans ce langage-là. Au contraire, si le langage ne peut pas créer cet algorithme, alors il n'est pas décidable. Par exemple, si vous faites un langage assez limité comme Shell, je vois mal quiconque faire un jeu 3D, un algorithme de jeu 3D décidable, avec Shell. Bon, après peut-être c'est possible, hein, mais bon, voilà. Et un algorithme qui est décidable, du coup, est dit calculable, donc toujours selon un certain langage de programmation, si nous sommes sûrs qu'il donnera une réponse un jour. S'il doit tourner à l'infini, alors il donnera jamais de réponse, et donc on sait qu'il ne sera pas calculable. Bon, ce genre de notions, elles sont assez importantes pour vérifier que votre algorithme marche. Bon, soyons honnêtes, dans le cas des algorithmes en terminale, il est infiniment peu probable que l'un de vos algorithmes soit non décidable ou non calculable. Sauf bien sûr si vous allez plus loin, et dans ce cas-là, effectivement, dans certains cas, ça peut arriver. Bon, l'idée avec toutes ces introductions, c'est de commencer avec les élèves une préparation à la notion précise d'algorithme, plus juste en les utilisant bêtement, mais en les étudiant précisément. Tout ça en plus en utilisant un nouveau paradigme, du coup la récursivité. Pareil, tous ces algorithmes-là qu'on a vus, du coup ils sont implémentés de plein de façons différentes, bon toujours en Python. C'est d'ailleurs ce qui occupe une grande partie de ces chapitres. Bon après, soyons honnêtes, il n'y a pas non plus de création très précise et très poussée d'algorithmes, on recopie juste les algorithmes qui existent déjà. Donc en gros, ça reste quand même assez simple, et disons un peu répétitif au bon d'un moment, mais bon, c'est une étape pénible et il faut passer par là pour la suite. Bon, la théorie ça va 2 minutes, mais heureusement il y a aussi de la pratique qui est effectuée, enfin qui est étudiée plutôt, et pas n'importe quelle forme, puisque un truc très important aussi dans le programme de terminale, c'est un autre paradigme de programmation, la programmation orientée objet. Alors c'est que brièvement mentionné en vrai, ce qui est assez bizarre parce que en vrai la programmation orientée objet, c'est utilisé absolument partout dès que c'est introduit. Donc après vous pouvez faire des piles et des fils avec, même des algorithmes, et plein d'autres trucs, donc c'est pour ça que c'est souvent abordé dès le début de l'année. Bon, tout ce qui va suivre va du coup être en Python, donc ça va être la version objet de Python, qui reste quand même une des plus simples. Bon, pour tous ceux qui suivent notre cours de C++, vous savez qu'on a déjà fait un cours dessus, bon du coup en C++, donc pas en Python. Donc si vous voulez en savoir plus et devenir en vrai, en quelque sorte un expert dedans, n'hésitez pas à aller voir ce cours, parce que là-dessus il y a en gros quasiment tout. Bon, en terminale on reste assez soft. Bon déjà bien sûr on aborde le principe de classe, on le définira comme un moyen de créer un nouveau type, donc avec tout ce qu'on veut dedans, variable, fonction, tout ce qu'on veut. Théoriquement la notion de type est abordée en première. Dans le programme de terminale c'est que très peu mentionné de manière explicite, bon sachant qu'ici le vocabulaire est très important. Les variables de classe ce sont les attributs, et les fonctions de classe ce sont des méthodes. Et les objets, qui est quand même le nom principal du paradigme, c'est une valeur de variable qui a comme type une classe créée par l'utilisateur. Donc avec tout ça il y a la revue des méthodes assez spéciales, comme le constructeur, ou du coup comme on est en Python, certaines méthodes de conversion, comme celle qui permet de passer à un str, une chaîne de caractères. Et si vous allez plus loin avec d'autres langages, vous pourrez voir qu'on peut faire plein d'autres définitions avec ça. En terminale, le principe d'encapsulation est respecté, donc l'idée de l'encapsulation c'est de rendre les attributs disponibles via l'utilisateur seulement avec des méthodes. Pour y accéder directement, on a ce qu'on appelle les getters, et pour les manipuler, on a ce qu'on appelle les setters. Par contre, et c'est assez dommage disons-le, d'autres notions aussi très importantes et très utilisées, comme l'héritage ou le polymorphisme, ne sont pas au programme. C'est écrit explicitement, juste ici. Bon, personnellement, je trouve ça extrêmement dommage quand même. Bon, et là, voici un petit exemple d'implémentation, bon, c'est pas bien compliqué. On crée Elon Musk, c'est assez marrant. Donc bon, le piège ici, souvent, c'est qu'il y a pas mal de personnes, d'élèves, qui ne créent pas des méthodes, mais des fonctions. Donc par exemple, oubli du self au début, oubli du init et du constructeur, oubli des méthodes de conversion, etc. etc. De toute façon, c'est pas grave, c'est avec l'entraînement que ça se gagne. Et en parlant d'entraînement d'ailleurs, s'il y a bien une notion qui est beaucoup utilisée, c'est celle-là, puisque dès que le chapitre du coup est abordé, il est considéré comme acquis. Donc après, vous y avez le droit pour absolument tout.
Donc comme je vous l'avais dit au début, structure de données, algorithme, tout ça. Donc il faut absolument le connaître. Et puis même si vous voulez faire développeur et que vous connaissez pas ça, ça sert à rien de faire développeur. Alors ok, pas tous les langages l'utilisent, mais bon, 90% des langages modernes l'utilisent, tout en étant en plus extrêmement pratique. Bon, c'est quand même dommage que le paradigme ne soit pas complet. Je sais pas trop pourquoi ils ont rajouté ça, mais bon, pour être très honnête, moi quand je l'ai vu en cours, j'avais le seum. Bon après, heureusement, si votre professeur est assez souple, il va sans trop de difficulté vous permettre de le faire, mais sans vous rajouter de points bonus, parce que bon, faut pas déconner quand même. Donc un truc à vraiment avoir en tête. Bon, et pour finir, on va sortir un petit peu de la programmation. On va faire un truc qui est en même temps très abstrait et en même temps très concret, les bases de données. Théoriquement, en NSI première, et même en SNT seconde, il y a une approche de ce qu'est une donnée, donc du concept de donnée. Cependant, vous imaginez bien, c'est pas en SNT qu'on va aller précisément comprendre le fonctionnement du base de données. Alors quand même, il est un petit peu mentionné en SNT, mais bon, comme le programme en SNT est très certainement tiré complètement au pif, alors jamais ce sera suffisant, donc c'est pour ça qu'en NSI, il y a la base nécessaire pour pouvoir commencer à comprendre le concept. Bon, pour être très précis, c'est les bases de données relationnelles qui sont utilisées, donc des bases de données en 2D, parfaitement représentables dans un tableur. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'aller sur un tableur pour le démontrer. Il y a un programme LibreOffice Base, qui offre une connexion à une base de données. Bon, ça c'est très peu connu, voilà, je vous donne ça comme ça, faites ce que vous voulez. Bon, disons-le, c'est le système le plus simple, qui peut aussi être régi par d'autres types de comportements, comme par exemple l'unicité, définir une valeur de données qui ne peut pas être dupliquée. Sinon, erreur. Ça se fait via ce qu'on appelle des clés primaires, des clés qui ne peuvent pas être dupliquées du coup. Vous pouvez aussi connecter plusieurs bases de données entre elles avec des clés étrangères. Par exemple ici, deux bases, employé et adresse. L'adresse contient une clé étrangère vers un employé précis, et contient des données sur son adresse. Donc c'est pas mal tout ça pour structurer les données. Bon, et aussi une base de données doit permettre quelques opérations classiques, genre recherche de données, modification de données, tout ça. Et il faut aussi connaître des façons de représenter ces bases. Donc via soit le concept de relation, soit le concept d'interface, soit avec des logiciels spécialement faits pour ça, comme LibreOffice Base par exemple. Je viens de découvrir qu'il y a même un algèbre possible avec ça. Tous ceux qui aiment bien les maths, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ça peut être marrant. Et pour introduire tout ça, il y a un langage qui est utilisé, donc pour communiquer avec les bases de données, et ce langage, c'est le plus connu, c'est SQL. Bon, il offre plein de commandes qui permettent de gérer la base de données comme bon vous semble, et parmi ces commandes, il y en a certaines qui doivent être connues par cœur: select, from, where, join, create table, select et update. Belle faute à select d'ailleurs. Et pour faire le lien entre le fichier base de données et vous, bon, pour ça il faut utiliser un programme. Bon, en général, c'est un truc basé sur MySQL, le système le plus utilisé pour communiquer avec des bases de données en SQL. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le NoSQL, donc vous pouvez oublier, il n'est absolument pas traité dans le programme. Bon, en parlant de SQL, il est quand même bien de parler d'un autre concept qui est aussi abordé en général pendant ce chapitre, le concept d'API. Donc une API, Application Programming Language, c'est un programme qui permet de faire communiquer des données entre plusieurs programmes. Donc dans le cas de ce qu'on vient de voir ici, c'est entre MySQL pour gérer directement la base de données, et si vous voulez un logiciel quelconque pour faire l'interface. Un des logiciels utilisables par exemple c'est SQLite Browser, qui offre une interface assez cool quand même, donc qui peut être intéressant à étudier. Bon, après la façon dont c'est étudié précisément, ça dépendra de votre professeur. Dans tous les cas, l'idée de ce chapitre en fait, c'est juste de faire une sorte d'introduction à la gestion de données. Parce que bon, on n'en parle pas du tout en première, donc il faut bien commencer quelque part, et c'est maintenant. Grâce à ça, vous avez les bases pour comprendre la base de la gestion de données, opérations de base, SQL, tout ça, même système d'API. Donc pareil, c'est la transition vers tout le reste. Théoriquement, à moins que votre professeur soit Ryan Strussuk, c'est à peu près tout ce que vous avez dû étudier pendant le premier trimestre. Donc que retenir de ce premier trimestre? Bon, rien de très fun, soyons parfaitement honnêtes. Tout ça, c'est que des introductions. C'est des trucs nécessaires, relous, mais qu'il faut faire pour la suite. Le seul truc qu'on peut vraiment lui reprocher d'ailleurs au programme, à tout ça, outre certains trucs qui sont enlevés et personne sait trop pourquoi, c'est que faire tout ça en un trimestre, c'est long. Si vous avez des facilités en informatique, alors autant vous le dire, vous allez vous ennuyer. Par contre, si vous avez des difficultés, alors là c'est génial, parce que vous aurez tout le temps de demander de l'aide à votre professeur, ou sinon au type chaud de votre classe, pour prier qu'il y en a un qui veulent vous aider. Bon, bien évidemment, avec tout ça, vous êtes encore assez loin de pouvoir vous dire mature en informatique. Est-ce que les prochains trimestres suffiront? Et ça on le verra dans les prochaines vidéos, qui arrivent dans quelques mois. Bon, donc du coup c'est tout pour cette petite présentation, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, tout et tout. Bon, première vidéo de la chaîne du genre, habituellement, on reste assez loin du domaine scolaire, là on plonge dedans, on l'a tête de la première. Je voulais faire cette vidéo depuis un bail en vrai, parce que j'ai l'impression qu'une grande partie des gens ne comprennent pas vraiment à quoi sert la matière NSI, soit ils ne comprennent pas à quoi ils servent, soit ils la dénient complètement, deux choses qui sont à mon avis pas vraiment acceptables. Donc j'espère que cette vidéo va remettre les pendules à l'heure. Si vous êtes d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait plaisir. Si vous avez des trucs à redire, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou via mail. Et si vous avez quoi que ce soit que vous trouvez aberrant ici, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, pour les prochains trimestres, on pourra faire des vidéos toujours plus travaillées, toujours plus utiles. Donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne révision du bac. Et sur ce, je vous dis à plus.